Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous présenter des soins naturels qui étaient utilisés autrefois. On n'a pas du tout inventé la cosmétique naturelle, c'est pas nos grands-mères, c'est les générations bien avant nous, il y a des siècles et des siècles, vu que c'était avant la manière normale d'utiliser les plantes, vu que l'industrie pétrochimie n'existait pas encore. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 recettes qui étaient utilisées autrefois par nos ancêtres. Alors, je dois vous prévenir que la première recette est la plus spéciale que j'ai réussi à trouver puisqu'on va parler du blond vénitien. Alors, je sais pas si vous savez d'où vient le nom du blond vénitien, mais ça vient effectivement de Venise. Et pour en comprendre l'origine, il faut remonter à la Renaissance italienne. À l'époque, les colorations, les décolorations, tout ça n'existait pas encore, et les femmes vénitiennes ont eu l'idée de se mettre de l'urine sur les cheveux pour les décolorer. Alors c'était souvent de l'urine de cheval ou de chat. Il n'empêche que l'urine, quelle que soit l'espèce, contient de l'ammoniac, et c'est l'ammoniac qui va venir écarter les écailles du cheveu et qui va faire partir la couleur si on utilise quelque chose qui décolore. Et donc elle combinait l'action de l'urine et après allait s'exposer au soleil sur le toit de leur maison puisqu'elles avaient des terrasses sur les toits, et c'est l'action des rayons du soleil et de l'ammoniac qui leur décolorait les cheveux et qui leur donnait ce blond roux très particulier. Et je me souviens quand j'étais petite qu'il y a eu un énorme battage autour de l'ammoniac sur les colorations et qu'il y avait plein de pubs à la télé qui expliquaient que cette merveilleuse coloration était sans ammoniac. Et bah parce que l'ammoniac ça abîme énormément les cheveux. Donc bien entendu, si vous voulez vous décolorer les cheveux, je ne vous conseille pas du tout cette recette qui est certes efficace mais qui est aussi très efficace pour vous détruire la fibre capillaire et pour vous assécher énormément les cheveux. Il y a quand même des recettes qui sont beaucoup moins agressives. Après, j'ai dit que c'était naturel, j'ai pas dit que c'était bon pour les cheveux. Alors, seconde recette, attention, accrochez-vous, c'est pas fini. Cette fois-ci, on fait un bond jusqu'au XVIIIe siècle avec la démocratisation du port de la perruque chez les nobles. Vous savez, cette mode des grandes perruques très hautes et toutes blanches. Cette mode trouve donc ses origines en 1620 sous le règne de Louis XIII qui avait des problèmes de calvitie. Il a commencé à porter des très longues perruques très imposantes pour pouvoir montrer sa magnificence et sa royauté, et la cour a été émerveillée et a voulu l'imiter. C'est à partir de là que les perruques se sont démocratisées. D'abord des perruques tout à fait normales, simplement très fournies et très épaisses, et puis ensuite la mode de ces hautes perruques longues et blanches sont apparues. Et si je vous parle de ça, c'est pour vous parler de la couleur. Parce qu'en effet, ces perruques-là étaient créées dans des matériaux entièrement naturels, bien entendu, soit de véritables cheveux pour ceux qui en avaient les moyens, soit des crins de chevaux ou alors des crins de chèvres pour ceux qui avaient un petit peu moins le budget. Sauf que ces perruques n'étaient pas forcément blanches d'origine et du coup il fallait les blanchir. À ce moment-là, ils appliquaient directement un mélange de graisse de bœuf sur les cheveux, ils tapotaient ensuite de la fécule végétale pour la blanchir. Inutile de vous dire que l'odeur ne devait pas être très agréable et que la portée ne devait pas être très agréable non plus, en plus du poids, parce que les perruques faisaient entre 20 et 80 cm selon les occasions, donc inutile de vous dire que 80 cm de perruque sur la tête, ça devait peser quand même sacrément lourd. Et un dernier détail un petit peu troublant, eh bien c'est qu'elles devaient être stockées dans des cages en métal pour éviter que les rats ne viennent les dévorer pendant la nuit à cause de la graisse de bœuf. Ça avait tendance à attirer les rats, on est d'accord que c'était pas spécialement très hygiénique. Bon, en vrai, il y avait que 20% de la population, c'est-à-dire les nobles, qui avaient les moyens de s'offrir des perruques comme ça. Mais en parlant de perruques, c'est pas du tout la cour royale qui les a inventées. On en retrouve des traces chez les Grecs, chez les Romains et même chez les Égyptiens. Alors, petit retour dans le passé, avec la reine Cléopâtre, qui était une très grande reine, mais également une très grande reine de beauté et qui était très coquette. Effectivement, les Égyptiens mettaient un point d'honneur à être très soignés au niveau de l'apparence. Par exemple, ils considéraient que les poils étaient disgracieux et sales et impurs. Ça n'a pas beaucoup changé de nos jours, malheureusement. Du coup, les Égyptiens s'épilaient de la tête aux pieds, littéralement. C'est-à-dire que la plupart des Égyptiens n'avaient pas de cheveux, y compris la reine Cléopâtre. Seulement en Égypte, le soleil tape énormément et du coup, il faut bien pouvoir se protéger. Du coup, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de porter des perruques. Cléopâtre avait donc sa coupe de cheveux au carré, elle était courte, pratique, utile, et petit détail amusant, à cette époque-là, il convenait de coller la perruque sur le crâne avec de la cire d'abeille.
Bien entendu, Cléopâtre n'est pas célèbre uniquement pour sa coupe de cheveux, elle est célèbre également pour ses bains au lait d'ânesse qui avaient la réputation de lui laisser la peau extrêmement douce. Et juste une petite recette comme ça, si vous voulez prendre un bain, inutile de vous procurer du lait d'ânesse, vous pouvez tout simplement mettre un petit peu de flocons d'avoine dans un sachet Kraft et mettre ça dans l'eau de votre bain. L'avoine va se transformer en lait d'avoine et va vous adoucir entièrement l'eau de votre bain et vous laisser une peau extrêmement satinée. C'est beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique aussi, sans parler du fait que le lait d'ânesse c'est quand même un peu plus compliqué à trouver de nos jours qu'à l'époque. Et pour la 4e recette, on reste encore chez les Égyptiens, parce qu'ils ont inventé énormément de trucs, dont le parfum. Les premiers parfums venaient effectivement d'Égypte, vu que les premiers parfums s'appelaient des kipis, et qu'ils étaient composés de graisse animale, entre autres, d'un certain nombre d'essences, de raisins, de miel, de myrrhe, d'essence de térébenthine également. Bref, c'était un mélange d'odeurs très subtil et très riche, qui se présentait sous la forme de cônes, et que les Égyptiens posaient tout simplement sur leur crâne, enfin sur leur perruque, en fondant la graisse animale coulait partout sur leurs cheveux et sur leur corps, et outre le fait que ça nourrissait leur peau au passage, ça dégageait également leur odeur et c'était censé honorer la présence des dieux. Après, ils ont eu l'idée de l'utiliser tout simplement en le déposant simplement sur la peau et non plus en laissant le cône fondre sur leur tête, simplement pour se parfumer, et bien comme étant un geste de beauté. Il faut savoir que les parfums solides ont une odeur beaucoup plus tenace que nos parfums liquides. D'ailleurs, c'est assez facile à fabriquer, si vous voulez, je pourrais même vous faire un petit tuto avec des recettes et quelques idées, comme ça vous pourrez en faire et les customiser à votre goût. Si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire et puis j'essaierai de vous faire une vidéo bientôt. Il faut savoir que le parfum solide a été abandonné aux alentours du 8e siècle après Jésus-Christ, tout simplement parce que les Arabes ont développé la distillation de l'alcool. Et du coup, ça a permis de fixer les odeurs non plus dans de la graisse comme c'était le cas avant, mais dans de l'alcool et de pouvoir faire les parfums liquides tels qu'on le connaît de nos jours. La recette n'a pas beaucoup évolué, il y a juste que maintenant on a des parfums de synthèse qu'on peut utiliser à la place des essences naturelles. Pour autant, c'est le parfum solide qui est le plus agréable. Personnellement, j'en avais un quand j'étais au lycée et petit à petit on commence à retrouver certains parfums solides également pour leur côté pratique puisqu'on peut en mettre dans une petite boîte et le glisser dans son sac à main ou dans sa poche. Et pour la 5e et dernière recette, on refait encore un très grand bond en avant pour une recette qui est plutôt contemporaine, puisqu'on se retrouve dans les années 1960-70. Le mouvement punk a été à l'origine de beaucoup d'innovations capillaires, notamment avec leur grande crête symbolique qu'il fallait faire tenir. Ils sont donc à l'origine des premiers gels pour les cheveux qui ressemblent quand même un peu plus aux gels qu'on a de nos jours, puisqu'avant il convenait de gominer les cheveux avec un mélange de graisse et de pétrole pour les faire tenir grâce à la graisse. Au début, ils faisaient tenir leur crête avec du savon de Marseille. Ils humidifiaient leurs mains, frottaient leurs mains sur le savon et utilisaient ce mélange d'eau et de savon pour faire tenir leurs cheveux. Inutile de vous dire que ça assèche quand même un petit peu les cheveux de faire ça, cela dit, ça ne laisse pas de résidus. Après, comme les crêtes sont devenues de plus en plus hautes et de plus en plus imposantes, ils sont passés à d'autres mélanges, notamment un mélange très célèbre de bière et de farine. Les deux ensemble faisaient une espèce de pâte très élastique et très visqueuse qu'ils utilisaient comme du gel capillaire tel qu'on l'utiliserait de nos jours. Non seulement c'était gluant, difficile à appliquer, mais en plus c'était également difficile à rincer et ça avait surtout tendance à assécher les cheveux. En tout cas, l'idée du gel non gras vient d'eux et après les recettes se sont perfectionnées de plus en plus avec l'arrivée de l'ère industrielle, de l'industrie pétrochimique, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive au gel coiffant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, c'était 5 secrets de beauté que j'ai trouvés au travers de l'histoire. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, comme ça j'essayerai d'en refaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un crash test. J'espère vraiment qu'il va fonctionner parce que si ça fonctionne, ça veut dire que ça va être un soin génialissime et ultra simple pour les cheveux. On se retrouve la semaine prochaine pour le crash test. À très bientôt et bien entendu, prenez soin de vous. Et juste avant qu'on se quitte, sachez que les cotons tout doux sont désormais disponibles à l'unité sur les mystères de Galen. Il y a un délai de livraison supplémentaire à cause du confinement bien entendu, mais vous pouvez toujours réserver le vôtre. Pour rappel, ils sont fabriqués en France avec du coton polaire bio qui est ultra doux et viennent avec une petite pochette de rangement. Et le lien du site est dans la barre d'infos.